Madame Abdelatif, bonjour. Bonjour, merci pour l'invitation. Merci à Bonjour aux vous. auditeurs aussi. Merci à vous d'avoir répondu à notre invitation. Les dispositions de la loi de finances 2025, plusieurs dispositions fiscales. Elles visent à mobiliser donc des ressources fiscales supplémentaires, élargir l'assiette fiscale, inclure d'autres contribuables. Aujourd'hui, quelles sont les dispositions les plus importantes qui sont dans la loi de finances 2025, Madame Abdelatif? Merci. Alors bon, pour ce qui est de la loi de finances pour 2025, en fait, c'est les principales mesures législatives prévues en matière fiscale, en fait, viennent s'ajouter aux anciennes mesures qui ont déjà été insérées dans le cadre des différentes lois de finances intervenues de 2020 à 2024 et qui visent principalement, bien entendu, qui répondent à des orientations stratégiques, visant à l'élargissement de l'assiette fiscale, et bien entendu à la mobilisation des ressources, parce que quand vous dites élargir l'assiette fiscale, in fine, c'est dans un objectif de mobilisation des ressources suffisantes permettant de couvrir les dépenses publiques. Également des mesures qui permettent d'accompagner les investisseurs, les producteurs. Donc, c'est des incitations fiscales qui sont prévues ou des facilitations, simplification de procédures. Il y a également des mesures pour lutter contre la fraude et l'évasion fiscale. Des mesures également pour préserver le pouvoir d'achat du citoyen. Et, in fine, des mesures pour simplifier les procédures et encourager la transparence. Si on prend le cas, et éventuellement, donc, on a les mesures qui portent sur la préservation du pouvoir d'achat du citoyen. On peut citer à titre d'exemple l'exonération de TVA et l'application du taux réduit des droits de douane concernant l'importation des viandes blanches congelées. Et donc, c'est une mesure qui sera applicable jusqu'au 31 décembre 2025. Nous avons également la reconduction de l'exonération temporaire en matière de TVA pour certains produits de large consommation. À titre d'exemple, on peut citer tout ce qui est légumes secs, riz, donc destiné bien entendu à la consommation humaine. Nous avons la vente des fruits et légumes, les œufs de consommation, poulet de chair et de dinde, donc tout ce qui est produit localement en fait. Nous avons d'autres mesures qui portent sur, par exemple, l'exonération de la TVA et de la TIC, et l'application du taux réduit des droits de douane sur les opérations d'importation de café. Là, c'est une disposition qui sera applicable jusqu'au 31 décembre 2025. C'est principalement les mesures qui ont été prévues pour soutenir le pouvoir d'achat. D'autres mesures également ont été insérées pour soutenir l'investissement et la production nationale, telles que l'octroi d'un abattement au titre, et la recherche scientifique aussi. Hein. Oui. Je peux citer à titre d'exemple donc l'abattement qui est prévu au titre des dépenses engagées dans les activités de recherche et développement ainsi que dans les programmes d'innovation ouverte. Et là, ce qui est prévu, c'est de prévoir un abattement pour la détermination du bénéfice imposable à l'impôt sur le bénéfice des sociétés par exemple. Donc c'est un abattement qui est de 30% du montant du bénéfice avec un plafond. La limite, donc, le plafond, il est de 200 millions de dinars. On a également des avantages au profit des entreprises qui disposent du label Start-up, projet innovant et incubateur. Donc, on a élargi, par exemple, au profit des start-up et incubateurs, la possibilité de bénéficier de l'exonération des droits de mutation sur les acquisitions immobilières. Il y a également l'élargissement aux détenteurs du label projet innovant de l'exonération de tout droit d'enregistrement sur les actes qui portent constitution de société, par exemple. Et enfin, il y a eu la prorogation de 2 ans des exonérations prévues en matière d'IRG et d'IBS qui sont accordées aux incubateurs, bien entendu, sous réserve du renouvellement du label. Donc ceci concerne particulièrement les entreprises, donc les incitations à l'investissement. Oui, oui, tout à fait. D'autres mesures aussi sont prévues au profit des wilayas du Sud, par exemple. L'abattement fiscal de 50% a été reconduit pour une durée de 5 ans, donc au profit des wilayas, de tous ceux qui s'installent pour promouvoir l'activité au niveau des wilayas d'Ilizi, Adrar, Taman Rasset, Tindouf, Janet, Timimoun, Bodjbedji Mukhtar, Insalah et Ingzam. Donc les wilayas du Grand Sud. Exactement. Il y a aussi la prorogation de l'application du taux réduit de la TVA
concernant les prestations qui sont liées à l'activité de tourisme. D'autres mesures ont été prévues également, par contre, pour renforcer la conformité et l'équité fiscale. Là, nous visons beaucoup plus à permettre à l'administration fiscale de disposer d'informations nécessaires à l'établissement de l'impôt et l'élargissement de l'assiette, bien entendu, par le réencadrement de l'exercice du droit de communication. Donc l'administration, dans la mesure où toute déclaration est considérée comme étant sincère, l'administration fiscale dispose du droit de contrôle. Et bien entendu, pour pouvoir procéder aux différentes opérations de contrôle, elle dispose également du droit de communication. C'est-à-dire qu'elle peut réclamer plusieurs informations concernant des contribuables, des opérateurs économiques, pour vérifier la sincérité de leurs déclarations. Donc là, on a inséré des dispositions de manière à réencadrer pour, bien entendu, renforcer les garanties accordées aux contribuables, parce qu'il s'agit également de données personnelles, mais pas que, pour permettre à l'administration d'exercer son droit de communication de manière beaucoup plus large. Très bien. Alors, c'est une disposition où c'est les informations de contrôle. Nous allons également les aborder concernant donc le recouvrement. On reste d'abord avec cette loi de finances. Il y a une disposition qui a également changé qui concerne les entreprises. C'est l'IFU, l'impôt forfaitaire unique. Donc là, il y a une hausse. Le montant est revu à la hausse. Il passe de 10 000 à 30 000 dinars par an. Quelles sont les répercussions attendues, Madame Abdelatif? En fait, ce n'est pas spécialement le montant de l'IFU, c'est le minimum d'imposition. Alors, concernant l'IFU, l'impôt forfaitaire unique, le régime de l'impôt forfaitaire unique est applicable à une population dont le chiffre d'affaires ne dépasserait pas donc 800 millions de dinars. Alors, 800 000 dinars, 800 000 dinars, pardon. Et là, bien entendu, ça concerne une certaine catégorie de contribuables, puisqu'il y a une liste d'exclusion qui a été prévue et qui a été, je dirais, enrichie. Élargie cette année. Élargie avec la loi de finances pour 2025, dans la mesure où on a exclu également tous les débits de boissons alcoolisées, entre entreprises de collecte, de traitement et de distribution de tabac en feuilles, également tout ce qui est traiteur et catering, les commerces de détail exercés dans les grandes surfaces, par exemple, la location de véhicules, location d'engins et matériels. En fait, au niveau des exclusions, ça n'avait pas été repris dans le passé, et là, il était nécessaire de revoir un petit peu ces exclusions par rapport à la nature de l'activité applicable. Le minimum d'imposition était en fait de 10 000 dinars. Et là, avec la loi de finances pour 2025, il a été révisé à 30 000 dinars par rapport, bien entendu, aux différentes activités qui sont exercées et par rapport au montant qui n'avait pas été révisé depuis très longtemps, en fait. Donc, si on analyse par rapport à l'inflation, par rapport aux capacités contributives de chacun, etc., il était plus que nécessaire de réviser de 10 000 à 30 000 dinars. Il est maintenu, par contre, pour les auto-entrepreneurs à 10 000 dinars. Très bien. Alors, concernant cet impôt, concernant l'IFU, vous l'avez vous-même dit, aujourd'hui, la contribution de cet impôt demeure faible. Alors, pour reprendre les chiffres, c'est 80% du contribuable qui sont donc assujettis à l'IFU et qui participent à hauteur de 1% des recettes fiscales. Une donne quand même assez intéressante à analyser, j'allais dire. Effectivement. Mais comment vous comptez œuvrer pour changer cette donne, Madame Abdelatif? En fait, par rapport aux chiffres justement qui ont été analysés, nous avons constaté que la population effectivement représentait 80% de la population active, c'est-à-dire en termes d'activité. On ne parle pas des salariés, on ne parle pas de l'IRG domicile, etc. Donc entre le régime de l'IFU et le régime du réel, donc si on additionne, nous avons 80%, c'est de l'IFU, qui ne contribue qu'à hauteur de 1% des recettes donc réalisées à partir de cette population.
L'idée, alors souvent on nous dit, mais là il faut renforcer les activités de contrôle fiscal. Oui, effectivement, c'est ce qu'on fait avec les capacités de l'administration en matière de contrôle, puisque finalement il y a un effectif dédié au contrôle fiscal, et pas que, puisqu'on exploite de l'information qui parviennent de différentes sources fiables, que ce soit à partir de l'exploitation des états clients et fournisseurs, ou éventuellement des informations communiquées par des institutions, administrations partenaires. Mais l'idée a germé de manière à réviser carrément le régime. Ce qui a été fait avec la loi de finances pour 2025, c'est d'insérer des mesures qui seront applicables à partir du 1er janvier 2026, puisqu'on revient vers la contractualisation, mais de manière un peu plus encadrée, structurée. On se donne l'année 2025 pour bien préparer ça, puisqu'on doit faire en sorte d'examiner pour chaque segment d'activité les coûts qui peuvent être engagés et évaluer approximativement le niveau du chiffre d'affaires qui résulterait de l'exercice de telle ou telle activité. Ensuite, bien entendu, établir un contrat avec le contribuable après un débat contradictoire de manière à dégager des montants sur une période biennale. Et là, bien entendu, en termes de prévision de recettes, il va y avoir plus de visibilité et on aura moins d'opérations de contrôle à effectuer durant ces périodes biennales, sauf si il y a des informations qui démontrent que le montant des recettes ou du chiffre d'affaires réalisé est nettement supérieur à ce qui est repris au niveau du contrat. Cela étant, il y a plusieurs opérateurs ou des contribuables qui nous disent « Oui, mais c'est trop compliqué la fiscalité, pourquoi ne pas prévoir un taux unique et puis on est tranquille ?» Mais la fiscalité n'a jamais été facile. La fiscalité, elle répond à des besoins d'équilibre budgétaire, d'objectifs socio-économiques, d'orientation, puisque en définitive, il arrive où on prévoit des incitations fiscales. Pourquoi? Pour promouvoir tel ou tel secteur d'activité, ou bien pour encourager l'épargne. Donc l'État renonce à une partie de recettes. Pourquoi? Pour dégager une valeur ajoutée dans un secteur donné, pour soutenir le pouvoir d'achat, pour encourager l'épargne, pour encourager la consommation. Tout ça nécessite des études, des paramètres. Et en plus, il ne faut pas oublier qu'il est plus que nécessaire d'assurer la justice et l'équité fiscale. Et ça ne peut pas se faire par un taux proportionnel, par une progressivité de l'impôt, oui, par un examen de la nature de l'activité exercée et en veillant à assurer la contribution de tout devant l'impôt, mais en fonction des capacités de chacun. Et ça, bien entendu, il faut plusieurs paramètres à prendre en considération pour assurer cet équilibre. Bien entendu, il ne faut pas oublier aussi que dans certains pays, ils ont un taux proportionnel, mais il n'y a pas les acquis sociaux qu'on a par la gratuité du service public. Ailleurs, il y a des services publics qui sont payés, qui sont payants, pardon, alors qu'ici, non. Donc, perdons pas de vue qu'on a une médecine gratuite, l'enseignement également, des produits subventionnés. Il y a énormément de transferts sociaux. Madame Abdellatif, on a parlé aujourd'hui de cet objectif d'aller vers une justice fiscale. Donc, c'est une orientation qui a été donnée donc, par les hautes autorités du pays. Aujourd'hui, l'IRG constitue l'essentiel de l'impôt ordinaire, 50% ou même un peu plus. Quelles sont les mesures qui sont prises aujourd'hui pour aller vers cette justice fiscale, Madame Abdellatif? Alors, les mesures qui sont entreprises ne datent pas d'aujourd'hui, en fait. Ça fait depuis quelques années, à commencer par, je dirais, après la tenue des assises nationales sur la fiscalité, l'été 2020. Donc, depuis c'est-à-dire chaque année, il y a des mesures pour faire en sorte d'assurer une équité fiscale. Et l'idée, c'était de permettre à chaque contribuable de participer à cet effort citoyen en fonction de ses capacités contributives. Vous savez pertinemment que tous les salariés, puisque vous avez parlé de l'IRG salaire, tous les traitements et salaires sont soumis au barème IRG. Et pour le barème IRG, il est vrai que la dernière tranche arrive à 35% d'imposition, puisque c'est progressif. Donc souvent, on compare cette imposition, barème IRG, par rapport à des impositions qui sont soumises à un taux proportionnel. Mais il faut savoir que les sociétés sont soumises à un impôt sur le bénéfice, effectivement,
Mais derrière, il y a des associés, des actionnaires qui font l'objet d'imposition au titre des dividendes qu'ils perçoivent. Donc, on leur applique un taux sur un net perçu après application d'IBS. Donc, il y a déjà eu un premier niveau d'imposition au niveau de la société. Il ne faut pas omettre ça. Donc, le premier niveau au niveau de la société qui est soumis au taux de l'IBS. Ensuite, le bénéfice net est distribué au profit de des associés ou des actionnaires en fonction d'un taux proportionnel. Il y a toute une série d'études qui opéraient de manière à veiller à ce qu'il y ait une équité fiscale, je dirais, raison pour laquelle il était plus que nécessaire de réviser les dispositions relatives à l'impôt forfaitaire unique. Donc le souci majeur, c'est d'assurer une mobilisation des ressources sans pour autant négliger la question de l'équité fiscale. Et pour élargir l'assiette, bien entendu, il est plus que nécessaire de disposer d'informations suffisantes pour faire en sorte de fiscaliser toutes les personnes qui activent dans le circuit économique. Alors, en matière d'information, justement, il y a un grand chantier qui a été lancé pour avoir cette visibilité, avoir toutes ces informations. On parle évidemment de la numérisation, donc des services des impôts, mais également des autres administrations donc, qui sont connexes ou qui devraient être connexes à l'administration des impôts pour avoir la visibilité nécessaire. Pour l'administration des impôts, il y a un délai qui a été fixé de 6 mois, c'était l'année dernière. Aujourd'hui, si on venait à faire l'évaluation, où en est la numérisation du secteur des impôts, Madame Abdellatif? Alors pour la numérisation, honnêtement, il y a eu énormément d'efforts et d'opérations engagées ces dernières années, entre l'année dernière et cette année, puisque nous avons multiplié le nombre de sites pour lesquels il y a eu le déploiement du système d'information du BAEATIC. Sauf que la difficulté pour le système d'information de la DGI, encore une fois, je tiens à préciser que c'est un système d'information intégré. Donc il y a une équipe dédiée au niveau central qui suit toutes les opérations du système d'information à l'échelle nationale. Mais il est tributaire de la réception des nouveaux sites de l'administration fiscale, c'est-à-dire les centres des impôts, centres de proximité. Donc le programme infrastructurel, la finalisation du programme infrastructurel est une condition pour finaliser le déploiement du système d'information de l'administration fiscale. Mais en parallèle, on a, et j'insiste, on a d'autres moyens de procéder aux déclarations en ligne et aux paiements en ligne qui sont des plateformes qu'on a développées et qui sont opérationnelles au niveau de nos recettes classiques. C'est la plateforme Mousahamatik. Donc j'invite tous les opérateurs à se rapprocher de l'administration fiscale pour avoir plus d'informations et pour émarger à ce dispositif de déclaration de paiement en ligne, puisque c'est une prestation au fait 7 jours sur 7, 24 sur 24, sans difficulté aucune. Ils peuvent payer par carte, par CIB, et bien entendu, le plafond a été même révisé à 20 millions de dinars avec GU Monétique. Donc vous voyez, il y a un effort considérable qui a été fait. Nous avons également une plateforme pour permettre à tous les citoyens de s'acquitter des droits de timbre éventuellement pour les documents, le renouvellement du passeport, le renouvellement du permis de conduire, c'est-à-dire les documents biométriques. Ils peuvent procéder à l'acquisition des droits de timbre en ligne, sans se déplacer également. Ils peuvent même imprimer la quittance et se rapprocher des services du biométrique, lesquels eux-mêmes disposent d'un espace authentification pour vérifier le numéro d'identifiant national porté sur la quittance et le numéro de la quittance. Et là, honnêtement, on a mis ça en ligne depuis août. Et je peux vous dire qu'on est quand même assez satisfait du produit puisqu'on travaille en étroite collaboration avec les services du ministère chargé de l'Intérieur et des collectivités locales, principalement la Direction générale de la modernisation. Et je peux vous dire que finalement, en 4 mois, nous avons pu éditer 113 937 quittances avec un montant recouvré de 332,6 millions de dinars. Donc c'est quand même en 4 mois, hein. Mais il y a eu quand même plusieurs opérations de vulgarisation de communication. Pour les services en ligne, il est nécessaire de procéder
de sensibiliser les personnes, que ce soit les citoyens, les opérateurs économiques, à l'utilisation de ces services qu'on met à leur disposition, sans oublier, bien entendu, les paiements électroniques, puisque les paiements électroniques, n'importe quelle transaction, même si vous allez vous-même faire vos courses au niveau d'un grand supermarché, vous payez avec votre carte, vous serez exonéré des droits de timbre. Par contre, si vous payez en espèces, vous devez vous acquitter des droits Des de droits de timbre. timbre. Alors, juste, Madame Abdelatif, aujourd'hui, on parle de l'interconnexion entre les différents services, non seulement donc, les impôts, mais les différents services des finances et autres, hein, commerce et même vous avez cité l'exemple de l'intérieur. On reproche souvent à l'administration ce manque d'interconnexion. Aujourd'hui, vous avez déjà cité les banques, vous dites qu'aujourd'hui on a de la visibilité. Il y a d'autres administrations avec lesquelles vous êtes interconnectés. Les domaines récemment se sont lancés dans la numérisation de leurs services. Quelles sont les prochaines étapes pour vous, pour l'administration des impôts, pour améliorer vos prestations? Alors pour la création d'interfaces, on est en train de travailler, il y a tout un chantier. Nous avons priorisé 9 interfaces. Je peux dire qu'on a finalisé 4 interfaces, puisque celle avec le ministère chargé de l'Intérieur, donc concernant le NIN, c'est mis en production, c'est opérationnel et on arrive à, si vous voulez, faire la jointure entre le numéro d'identifiant fiscal et le numéro d'identifiant national. Donc on arrive à identifier tous les contribuables grâce à cette interface. Et on a également une interface qui est opérationnelle depuis quelques mois, celle de l'auto-entrepreneur, puisque toutes les formalités se font en ligne. Nous avons également, avec la Direction générale du domaine national, puisqu'on a récupéré les données du cadastre, on est en train d'améliorer, bien entendu, l'exploitation de l'information. Nous avons également en développement une interface avec nos collègues de la comptabilité, Direction générale de la comptabilité du Trésor, pour exploiter les informations concernant les marchés publics, les situations qui sont payées. Et nous avons également avec le CNRC, les collègues de la douane. Également, et là c'est très important, c'est un chantier très important, puisque Monsieur le Président de la République lui-même insiste à ce qu'il y ait un seul et unique interlocuteur au profit de l'investisseur. C'est une interface avec l'Agence algérienne de promotion de l'investissement pour l'octroi des franchises de TVA. Et là, l'idée est totalement différente, puisque dorénavant, il faudrait qu'il y ait un seul et unique interlocuteur qui est l'agence elle-même et ses guichets. Il y a un délai pour la réalisation de tous ces chantiers, Madame Abdelatif? Oui, nous comptons finaliser les interfaces durant le premier trimestre 2025. Concernant le recouvrement, c'est l'autre grand chantier donc, de l'administration des impôts. Aujourd'hui, il y a, vous l'aviez déclaré récemment à la presse, il y a une amélioration en matière de recouvrement. Qu'en est-il pour cette année 2024? En fait, pour l'année 2024, je vous dirais, jusqu'au 31 octobre 2024, il y a eu une augmentation en matière de fiscalité ordinaire, recouvrée par la DGI. J'aime bien préciser recouvrée par la DGI parce qu'il y a aussi de la fiscalité qui est recouvrée par la douane, les domaines également, les produits des domaines également. Donc c'est des produits c'est des recettes ordinaires. Mais pour la fiscalité donc recouvrée par la DGI, la fiscalité ordinaire, il y a une augmentation de 5,5%, puisque on est passé de 2,4 milliards à 2,534 milliards au 31 octobre 2024. Voilà. Donc de 2,401 milliards enregistrés au 31 octobre 2023, on est passé à 2,534 milliards enregistrés au 31 octobre 2024. Donc une augmentation de 5,5%. Si on analyse, souvent on me dit que voilà, c'est beaucoup plus la fiscalité salariale qui booste. Oui, effectivement. Il y a une augmentation de la fiscalité de l'IRG salaire, mais il y a également une légère augmentation sur les autres segments de la fiscalité ordinaire. Ça demeure insuffisant. Pourquoi je dis ça demeure insuffisant? Parce que nous avons un impératif, c'est de couvrir les dépenses publiques. Et pour couvrir les dépenses publiques, il faudrait qu'il y ait un effort de chacun de nous. Vous savez, il y a un rôle central que joue la fiscalité.
un rôle central pour faire face aux besoins de financement de l'État. Et les besoins de financement de l'État sont nécessaires puisqu'ils répondent à des impératifs socio-économiques et qui bénéficient à tout le monde, aux opérateurs économiques, aux citoyens, à tous les intervenants dans le circuit économique, dans la mesure où notre modèle déjà est impulsé aussi par la commande publique. Donc, cette commande publique qui permet de générer des activités connexes et par de la sous-traitance, par la création, qui permet la création d'emplois et la création de richesses, doit in fine aboutir à la réalisation de recettes fiscales qui permettraient d'alimenter le trésor public pour assurer la couverture des dépenses publiques. Très bien, une dernière question peut-être, Madame Abdellatif, aujourd'hui, concernant l'accompagnement des entreprises. Vous avez dit qu'il y a déjà des mesures qui sont prises, d'autres qui sont en chantier. Il y a également cet accompagnement donc, qui est octroyé pour les entreprises qui ont une dette fiscale à payer. À ce niveau, qu'est-ce qui est prévu, Madame Abdellatif? Alors, pour l'accompagnement des entreprises, la stratégie de la DGI a totalement changé. On passe je dirais, du répressif vers le dissuasif. On vise beaucoup plus l'accompagnement parce qu'on doit accompagner les opérateurs économiques, les investisseurs, faire en sorte d'être à l'écoute. S'ils ont des difficultés de paiement, il faudrait les accompagner parce que l'idée et l'objectif, c'est qu'il y ait une activité pérenne pour assurer des emplois, pour assurer une valeur ajoutée, pour créer de la valeur ajoutée. Et parmi les mesures qui ont été adoptées, c'est d'annuler les pénalités de recouvrement pour leur permettre de s'acquitter de leurs dettes qui ont plus de 4 ans. Pourquoi? Parce qu'on vient en appui par rapport à une situation post-Covid. Perdons pas de vue qu'on a vécu une situation 2 années quand même assez difficile, notamment pour certaines activités. Je parlerai des activités pour lesquelles il fallait carrément une fermeture. Et là, il était plus que nécessaire d'accompagner ces opérateurs. Donc, on renonce aux pénalités de recouvrement, on leur permet de s'acquitter de leur principal et c'est une mesure qui avait été prévue déjà avec la loi de finances rectificative pour 2023. Elle prend fin quand même, et j'insiste, elle prend fin le 31/12/2024. Donc tous ceux qui ont encore des dettes de plus de 4 ans, ils n'auront qu'à se rapprocher de nos recettes et demander à en bénéficier. Mais il y a toujours d'autres mesures, telles que des calendriers de paiement, des dispositifs de rééchelonnement, et tous ceux qui ont des difficultés pour appréhender éventuellement les procédures, ils n'ont qu'à se rapprocher de nos services ou consulter le site web de la DGI, sachant qu'il est régulièrement mis à jour par la législation, la doctrine, les communiqués. Il y a même des simulateurs pour le calcul de l'IRG. On met à disposition le référentiel des prix applicables. C'est-à-dire, c'est très riche en informations, pour peu qu'on le consulte. Ou éventuellement, vérifier nos pages Facebook et bien entendu se rapprocher de nos services à chaque difficulté rencontrée. Très bien, merci Madame Abdellatif, on arrive à la fin de notre émission. Merci à vous d'avoir répondu à notre invitation, à toutes nos questions. Je rappelle que nous avions avec nous ce matin Madame Emel Abdellatif, directrice générale des impôts. Merci à vous de nous avoir suivis, très bonne journée et à demain. Merci.